Bonsoir à tous et bienvenue au 15h45 de Tchad Info. Au sommaire, à Tripoli, les autorités rejettent la nomination de Saddam Haftar au poste de vice-commandant de l'armée nationale libyenne. Une décision jugée contraire à l'accord politique de 2015 et à la feuille de route de Genève de 2021. Le Conseil présidentiel rappelle qu'il détient seul la prérogative de nommer le commandant suprême des forces armées. Dans l'extrême nord du Cameroun, une dizaine de passagers d'un bus restent entre les mains de Boko Haram après une attaque parmi les otages. 5 membres d'une même famille, l'un d'eux, un jeune homme de 19 ans, aurait été tué selon sa mère. Bonsoir à tous. En Libye, les ambitions familiales du maréchal Khalifa Haftar modifient radicalement le paysage politique et compliquent davantage l'avenir du pays. Plusieurs observateurs considèrent que la nomination de Saddam Haftar comme adjoint de son père au commandement de l'armée nationale, puis celle de Khaled Haftar comme son chef d'état-major sont des messages politiques qui menacent une solution pacifique en Libye. Des décisions immédiatement rejetées par Tripoli. Ces décisions prises en huis clos ont été immédiatement rejetés par Tripoli. Selon l'accord politique de 2015 et la feuille de route de Genève 2021, il revient au Conseil présidentiel de nommer un commandant suprême des forces armées. Le Conseil présidentiel ne reconnaît pas les forces dirigées par l'homme fort de l'Est libyen comme un organe officiel de l'État, mais plutôt comme une force militaire de facto. Aussi, la légitimité du décret nommant Saddam Haftar comme adjoint et donc de fait comme successeur de son père est discutable. Mais cette nomination est très largement reconnue au sein de la population à l'est du pays. En témoigne le flot de félicitations adressées à la famille Haftar. Khalifa Haftar refuse de quitter la scène politique sans avoir au préalable imposé sa famille. Cette décision aggrave cependant la division du pays et met l'Est libyen sur le chemin d'une dictature. Elles remettent en cause toute discussion sur l'unification des institutions et surtout de l'armée. Elles compliquent également la mission de l'ONU en Libye, ainsi que l'organisation des élections générales. La suspension des municipales dans les villes contrôlées par l'ANL est un autre message adressé à la communauté internationale. Khalifa Haftar s'apprête également à réorganiser l'ANL en se débarrassant des anciens hauts gradés afin d'ouvrir la voie à son fils Saddam qui nommera des nouveaux jeunes officiers plus fidèles. La mise à l'écart lundi 18 août du bras droit de Khalifa Haftar, Abdelrazak El-Nadouri, n'est qu'un début d'une série de changements qui aura lieu progressivement, affirment les observateurs. L'ANL est composée en bonne partie à l'origine d'anciens officiers du colonel Muammar Kadhafi. Khalifa Haftar bénéficie pourtant de plusieurs soutiens régionaux et internationaux comme les États-Unis, la Russie, la France, l'Égypte et les Émirats arabes unis. Tous cherchent à préserver d'abord leurs intérêts en Libye. Menacés, sous-financés, parfois pris pour cible, les humanitaires sont de plus en plus vulnérables. Alors que mardi 19 août marquait la journée mondiale de l'aide humanitaire, l'ONU a rappelé un chiffre alarmant. 383 humanitaires ont été tués en 2024, la plupart des employés locaux. Au Nigeria, le bureau onusien des affaires humanitaires OCHA alerte sur la hausse des sécurités, les multiples foyers de crise et les financements en chute libre qui compliquent l'action humanitaire. Il est urgent de protéger les travailleurs humanitaires, alerte Mohamed Malik Fall, coordinateur résident et humanitaire des Nations Unies au Nigeria. Ce mardi 19 août, à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire, il a rappelé les menaces croissantes qui pèsent sur ceux qui sauvent des vies. On a toujours Boko Haram qui sévit dans le nord-est et des groupes armés dans le nord-ouest qui multiplient les enlèvements contre rançon. Tout cela complique l'accès des travailleurs humanitaires aux populations. À ces obstacles sécuritaires s'ajoute un effondrement des financements. Le plan humanitaire pour 2025 n'est couvert qu'à 16% à ce stade de l'année. Cela nous oblige à faire des choix impossibles. Lorsqu'on a 2 enfants en malnutrition sévère, on peut en sauver un, mais l'autre a des fortes chances de mourir. Un déficit dramatique alors que plus de 3,5 millions de Nigériens sont déplacés et que 17 États ont été frappés par des graves inondations. Ce qu'il faudrait, c'est d'aller au-delà de la
la seule aide humanitaire. Il faut renforcer la résilience des communautés, leur rendre leur dignité, n'est pas leur faire dépendre d'une assistance, mais leur donner les moyens. Une urgence vitale alors que l'ONU alerte. Faute de financement, des millions de vies sont aujourd'hui en jeu au Nigeria. Au Kenya, au moins 75 jeunes ayant participé aux manifestations anti-gouvernementales de fin juillet, début juillet ont été inculpés pour terrorisme, a annoncé ce mardi 19 août une plateforme regroupant des juristes, des organisations de la société civile et des chercheurs. 450 manifestants ont aussi été inculpés pour des crimes graves. Ils encourent des peines allant jusqu'à la prison à perpétuité. Franklin Wambawa a quelques semaines pour réparer sa défense. Accusé de terrorisme, il vient d'être libéré sous caution après avoir passé 2 mois difficiles en détention. Là-bas, on nous frappait, on nous donnait très peu de nourriture, au prétexte qu'on ne travaillait pas et aucun médicament. J'ai été frappé dans le dos, il était tout enflé. Quand j'ai demandé à un médecin, ils m'ont dit « Allonge-toi juste par terre, ça va passer ». En plus des affaires de terrorisme, le collectif 50 millions et plus de Kenya recense 450 inculpations pour des crimes graves. Ces manifestants encourent des peines très lourdes. Selon Maître Jean-Ngéry Maïna, avocate, la peine maximale pour le terrorisme est de 30 ans de prison. Vol avec violence, ça peut aller jusqu'à la perpétuité, voire la peine de mort. Depuis la Constitution de 2010, seules 15 personnes ont été poursuivies pour terrorisme. Et soudain, lors des manifestations de la Mandamano, il y en a 75. Cela démontre clairement que tout ceci est un abus de la loi et du droit. C'est en 2012 que le Kenya s'est doté d'une loi contre le terrorisme, un texte largement détourné par les autorités. Selon Frédéric Omandi Okolo, chercheur spécialiste des questions de sécurité pour le think tank, l'argument de la sécurité est devenu une arme dans l'arsenal que l'État utilise contre son peuple. Si le gouvernement inculpe un adolescent de 15 ans pour terrorisme, qu'est-ce qu'il pense accomplir si ce n'est ruiner la vie de tous ces jeunes? Grâce à une campagne de dons, le collectif 50 millions et plus de Kenyans a pu payer les cautions de 111 manifestants. Mardi 19 août, la justice colombienne a levé l'assignation à résidence de l'ancien président colombien Álvaro Uribe, condamné en première instance pour entrave à la justice et subornation de témoins dans l'attente de son procès en appel. Álvaro Uribe, 73 ans, qui a gouverné le pays entre 2002 et 2010, a été condamné en août à 12 ans d'assignation à résidence dans la municipalité de Rio Negro, à environ 30 km de sa ville natale, Medellín. Álvaro Uribe avait été reconnu coupable d'avoir tenté de faire pression sur des témoins pour éviter d'être associé aux milices d'extrême droite ayant livré une guerre sanglante aux guérillas dans le premier procès visant un ancien président colombien. Il était également poursuivi pour fraude procédurale. La juge en charge du procès avait décidé que sa peine devait entrer immédiatement en vigueur afin de l'empêcher de tenter de s'y soustraire en quittant son pays. Mais la Cour supérieure de Bogota a jugé que les critères de la juge pour justifier la nécessité de l'assignation à résidence étaient vagues, indéterminés et imprécis. Merci à Dieu, merci à tous mes compatriotes pour leur marque de solidarité, s'est réjoui l'ancien président sur les réseaux sociaux. Je me consacrerai chaque minute de ma liberté à la liberté de la Colombie. De son côté, l'actuel président Gustavo Petro a soulevé les interrogations quant à une possible ingérence des États-Unis dans l'affaire Uribe et a dénoncé une énorme pression exercée sur la justice. Au Cameroun, je le disais en titre, un bus de 18 places a été attaqué par des hommes armés jeudi 14 août 2025 à Zigagé, sur la route Kousséri-Maroua, dans la région de l'extrême nord du pays. Un passager a été tué et d'autres enlevés par des assaillants qui demandent des rançons aux familles en échange de leur libération. À ce jour, une dizaine de passagers, dont 5 membres d'une même famille, sont toujours aux mains des assaillants. L'une de ces personnes enlevées, âgée de 19 ans, aurait été assassinée selon sa mère. Le chauffeur du bus, son assistant et 2 femmes et leurs enfants ont été relâchés après avoir manifestement payé la rançon
exigés par leurs bourreaux. Cette attaque est attribuée à des hommes armés présentés comme des membres de la secte Boko Haram qui sévit dans cette région frontalière du Nigeria et du Tchad depuis 2014. Aucune revendication n'a été faite jusqu'à présent. Pas de réaction non plus de la part du gouvernement camerounais. Un silence dénoncé par l'opposition et la société civile camerounaise qui appelle les autorités à s'exprimer sur cette énième attaque. Ces enlèvements viennent rappeler que malgré son affaiblissement ces dernières années, la secte Boko Haram reste active dans cette région de l'extrême nord du Cameroun. Chers téléspectateurs de Tchad Info, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information est en continu sur Tchad Info.